pandémie, en tout cas se redévelopper, cette deuxième vague se confirmer. D'un point de vue économique, je suis un petit peu moins inquiet, puisque évidemment, tout ce qu'on a pu réouvrir économiquement jusqu'ici reste actif. Donc on est un petit peu dans cette idée d'une économie qui tourne à 80, 90% de son potentiel aujourd'hui, plus proche de 90%, et que c'est vraisemblablement le scénario pour les semaines et les mois à venir, tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin. Vous et moi, Monsieur Lyon, travaillons peut-être de la maison, mais moi j'ai retrouvé grandement le chemin du bureau. C'est sans doute le cas pour nombre de personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a en tout cas un semblant de retour à la normale pour pas mal de secteurs d'activité. Reste évidemment dans les difficultés, les secteurs bien connus, culture, restauration, hôtellerie, voyage et autres. Mais donc voilà, je pense qu'il faut s'inquiéter de la situation sanitaire. Son impact économique devrait a priori être aujourd'hui plus limité qu'elle ne fut au mois de mars-avril, parce qu'on est mieux équipé. Le slide suivant, que M. Lyon aura la gentillesse de mettre à l'écran, montre notamment parmi cet équipement, voilà, c'est surtout celui-là que je voulais mettre, parmi cet équipement, évidemment, il y a un renforcement de notre capacité de tester notre population, qui est évidemment particulièrement important, ce qui permet au gouvernement de prendre des mesures ciblées et non plus des mesures généralisées, de finalement bloquer des régions ou des villes, mais de ne plus payer un pays entier et d'isoler qui doit l'être. Donc, tout ceci pour vous dire, et je ne vais pas vraiment m'appesantir sur ce sujet qui est hors de mon domaine d'expertise propre, mais que économiquement, notre point de vue chez JP Morgan, de ce qu'on observe de par le monde, c'est que partout, on voit une situation sanitaire qui se dégrade, à l'exception évidemment de la Chine. Mais partout, on est quand même relativement rassuré par le fait que depuis, en tout cas le plus fort de la crise, on est parvenu en tout cas à trouver notre manière de cohabiter avec celui-ci. Donc économiquement, on est sur un plateau pour l'instant. On a évité le pire grâce aux mesures monétaires et budgétaires qui ont été implémentées. Je vais revenir sur celle-ci dans un instant. Mais quelque part, l'upside est lui contraint par évidemment la nécessité de trouver une solution médicale définitive. Un vaccin, rêvons-en. Maintenant, soyons conscients aussi que si nous trouvions un vaccin dans les mois à venir, ça serait quand même toujours la découverte la plus rapide d'un vaccin dans l'histoire de la recherche sur les vaccins. Donc, en tant qu'économiste, en tant surtout qu'économiste appliqué à la gestion stratégiste d'un portefeuille diversifié chez JP Morgan Asset Management, il faut être prudent par rapport à, en tout cas, intégrer la potentialité d'un vaccin dans nos pronostics et dans nos orientations d'investissement. Donc, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'évolution de la pandémie. Je rappellerai que finalement, si je dois témoigner de ce qui se passe chez JP Morgan, et on peut le voir à l'écran aussi, merci M. Lyon de devancer un petit peu ce que je pourrais demander, c'est qu'on a vu finalement l'activité reprendre, et on voit ça par l'intermédiaire de pas mal de sources de données nouvelles, notamment notre utilisation des applications, notamment de GPS ou de mobilité, qui ont permis de voir à quel point est-ce que la population mondiale a été contrainte dans un temps, et puis à mesure que les confinements ont été assouplis, est revenu en tout cas à davantage de mobilité. Lorsqu'on prend le Ring aujourd'hui en Belgique, on voit qu'il y a de nouveau des embouteillages à 18 heures. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. On voit que les indicateurs, en tout cas de pollution atmosphérique, sont de nouveau, en tout cas, repartis à la hausse, qui montre bien que notre activité est repartie. Chez JP Morgan, nombre d'employés ont déjà retrouvé le chemin du bureau. C'est mon cas. On a à peu près 50% des employés qui sont de retour sur les sites, en tout cas des sites européens. Donc, on travaille en général sur base d'une semaine sur deux. Voilà, je note qu'il y a pas mal d'entreprises qui évoluent aujourd'hui vers ce modèle malgré cette seconde vague. Donc, restons quand même mesurément positifs, en tout cas par rapport à l'impact économique de cette seconde vague dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, Monsieur Lyon, je vais vous demander peut-être de passer à la section suivante de cette présentation qui porte sur un volet que vous connaissez certainement bien, M. Lyon, et ceux qui sont habitués aux conférences de la Banque nationale, mais qui est évidemment ce qu'on a déployé comme politique monétaire, mais aussi budgétaire durant cette crise, qui me fait être mesurément plus optimiste par rapport aux mois à venir. Alors, si on montre la prochaine diapositive, je pense qu'il y a une chose qui est très claire, c'est que comparé à ce qu'on a pu voir en 2009 et à la réponse qui a été apportée depuis lors, c'est que pour une fois, vraiment, les politiques monétaires et fiscales ont travaillé main dans la main. On n'a plus entendu Mme Lagarde, si M. Draghi était encore à la barre, devoir en tout cas s'atermoyer sur le fait que la BCE est seule à la barre pour soutenir l'économie. Ce n'est pas vrai. Ici, réellement, il y a eu un soutien fiscal sans précédent
pour éviter évidemment que la crise n'ait un impact trop durable. Vous avez ici un aperçu assez large des mesures fiscales directes de dépenses, mais également de garanties qui ont été proposées par les États de par le monde. Vous pouvez voir que souvent, c'est en tout cas exprimé un chiffre à deux chiffres, c'est le cas de dire, par rapport au PIB. Donc, on a plus de 10% de soutien budgétaire, plus des garanties qui ont été massives. C'est vrai dans la plupart des cas, c'est vrai surtout dans les pays développés. Vous noterez qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que le fait que la Chine, à droite sur ce tableau, a relativement peu fait. Donc la Chine a eu beaucoup de restreintes, à la fois sur le front monétaire et budgétaire, en termes de relance de son économie, et pourtant, on voit qu'elle est aujourd'hui réellement très très bien orientée, comme vous le savez. Ce que j'ai envie de retenir de ce slide, ou en tout cas le message principal que je veux donner, c'est qu'on a eu un soutien budgétaire sans précédent, sans commune mesure avec ce qu'on a vu en 2009. C'est un multiple de ce qui a été déployé en 2009. Par ailleurs, on a une réelle collaboration autorité monétaire et budgétaire, ce qu'on n'avait pas vu en 2009. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal à, je dirais, estimer, appréhender l'impact économique de cette crise. En tout cas, il est sans précédent. On le compare de plus en plus à ce qui a pu être observé en période de guerre. Il faut quand même concéder que les pouvoirs publics monétaires et budgétaires ont déployé un arsenal de mesures jamais vu, lui aussi, et susceptible en tout cas d'absorber le choc, ce qui me fait toujours être mesurément optimiste, évidemment, à l'instant où je m'exprime à vous. Alors, Monsieur Lyon, si on pouvait passer sur la diapositive suivante. J'évoquais le CAC, évidemment. Autorités budgétaires et monétaires fonctionnent de concert, main dans la main, aimerais-je dire. Vous noterez que comparé à 2009, il n'est pas question aujourd'hui d'austérité. C'est un mot tabou de le langage de nos responsables politiques. La population n'est évidemment pas prête à entendre ce type de message à l'heure où, évidemment, nombre perdent leur emploi, sont sans activité et autres. Et finalement, si cette relance budgétaire est rendue possible, c'est bien du fait de cette collaboration avec les banques centrales qui a permis d'absorber les émissions obligataires réalisées pour financer cet effort de guerre sur le plan budgétaire. La BCE, la Fed, évidemment, y ont contribué largement avec un accroissement du bilan de plus d'1 trilliard d'euros ou de dollars respectivement. Donc ça a réellement permis d'absorber les émissions nouvelles. Ça a permis d'ancrer les coûts de financement des États à des niveaux historiquement bas. La Belgique se finance toujours aux alentours de 0% à 10 ans, alors qu'elle est endettée à plus de 100% de son PIB, qu'elle a un déficit budgétaire important. Les coûts de financement ou de service de notre dette sont très faibles. Et ceci est rendu possible par l'action des banques centrales aujourd'hui. Alors, il y a une question très importante qu'il y a dans nos sociétés, je dirais les cercles économiques, les cercles d'entreprise, est de savoir est-ce que tout ce qu'on a fait sur le plan budgétaire et monétaire ces dernières années ne va pas finalement nous revenir sous forme d'inflation massive ou de hausse significative des taux d'intérêt. Alors j'ai envie de dire, en théorie, c'est possible. Espérons que ça ne se passe pas. Parce que très clairement, dans le cas de la Belgique, mais de la France, de beaucoup de pays, si on devait voir les taux d'intérêt augmenter de 1 ou 2%, ce serait une catastrophe budgétaire, je dirais, sans nom. Et une catastrophe financière tout aussi importante. Les États ne sont pas capables aujourd'hui de faire face à de tels renchérissements du coût de leur dette. Donc il faut espérer que les banques centrales parviennent à ancrer les taux d'intérêt au niveau où ils sont pour une relativement longue période. Alors ça a déjà été fait dans l'histoire. On compare finalement cette crise souvent à une période de guerre. J'ai repris ici à l'écran, merci Monsieur Lyon de mettre ces graphiques à l'écran. Deux graphiques. Un, à gauche, l'évolution de la dette publique aux États-Unis, une série longue qui capture la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir qu'on a eu augmentation massive de la dette pour financer l'effort de guerre dans la Seconde Guerre mondiale. On a une augmentation tout aussi massive actuellement pour financer la relance post-Covid-19. Si on regarde à droite, et c'est là ce qui nous intéresse, on a eu également sur la courbe grise des mouvements violents du PIB dans cette période de conflit. On va avoir des mouvements violents de PIB cette année aussi, avec une forte chute en 2020, mais déjà, comme le laisse entrevoir le titre de la conférence, un fort rebond en 2021, qu'on ait un vaccin ou qu'on n'en ait pas, il y a un effet de base positif. Donc, quelque part, on est à nombre d'égards dans un contexte similaire à celui de 40-45 en tout le point, d'un point de vue endettement et évolution du PIB. Pour autant, vous pouvez voir que dans cette période 40, 55, 60, les États-Unis étaient parvenus à l'époque
à maintenir en bleu des taux à 10 ans sous contrôle. Et c'est là évidemment tout notre espoir, c'est que ceci puisse à nouveau être répété durant cette crise. J'ai bon espoir que ce soit possible. On était fort peu équipés en outils monétaires en 40-45. Des éléments comme du quantitative easing, c'est-à-dire des rachats directs d'obligations sur les marchés secondaires, n'étaient pas possibles. C'est aujourd'hui possible. Par ailleurs, il y a évidemment une bonne collaboration internationale des banques centrales qui travaillent de concert parfois, en tout cas en bonne intelligence. On l'a notamment vu au plus fort de la crise où certaines institutions éprouvaient, comme en 2009, des difficultés pour se financer en dollars, par exemple. Les banques centrales établissent assez rapidement des lignes de swap entre banques centrales pour faciliter évidemment les échanges de ce point de vue-là. Donc, les taux vont vraisemblablement rester bas. Ça me semble être la conséquence principale de la crise du Covid-19, même si ces derniers jours, on a vu une légère repentification de la courbe aux États-Unis avec les taux à 30 ans qui ont augmenté. C'est plutôt lié au fait, évidemment, qu'il y a des suppositions que si les démocrates, devaient arriver au pouvoir, comme ça semble être le cas actuellement, ça puisse évidemment donner lieu à des dépenses massives de l'État et dès lors à un coût du service de la dette en hausse. À voir, mais notre scénario de base chez JP Morgan est que dans les 5 prochaines années, il faudra sans doute se contenter de taux zéro en Europe, ce qui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les dirigeants d'entreprise, est une bonne chose. C'est un moment où il faut continuer à se financer par la dette, évidemment, si c'est possible. Le coût de la dette est faible. Ce qui, pour les investisseurs, évidemment, doit nous amener à nous rendre compte que, eh bien évidemment, le rendement de nos comptes épargne, le rendement des bons souverains restera faible pendant encore un petit temps. Il faudra trouver des alternatives. Je viendrai sur ces alternatives dans un instant, en tout cas sur les accents en tout cas, que nous donnons dans nos portefeuilles actuellement pour faire face, en tout cas, contrer cet environnement de taux bas auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, si on passe à la diapositive suivante, Monsieur Lyon, parmi les inquiétudes du moment, il y en a une, c'est le fait que on a eu, enfin, je mentionnais tout l'enthousiasme que suscitaient les mesures budgétaires chez moi, prises dans beaucoup de pays. On a notamment vu qu'aux États-Unis, on avait eu de très très bonnes mesures qui avaient été prises aussi, mais ces mesures sont arrivées à échéance. Donc, on peut voir ici que les chèques de $600 par mois dont bénéficiaient les Américains sont arrivés à échéance fin juillet. Donc, ça veut dire qu'il y a évidemment un impact revenu qui est tout à fait significatif. Et évidemment, guéguerre démocrate-républicain oblige dans la perspective des élections présidentielles américaines. Il n'y a pas d'accord pour l'instant. C'est pour ça que dans les scénarios post-élection américaine, ce qui serait le plus dommage, ce serait une victoire pas écrasante d'un camp ou de l'autre, ce serait une cohabitation quelconque qui mènerait à un blocage politique tel qu'on l'a eu pour l'instant et qui a eu un impact assez significatif, notamment, on pouvait le voir, sur la confiance des consommateurs, comme vous pouvez le voir là maintenant sur le graphique de droite. Alors, si on passe à la diapositive suivante, et pendant que je vous dis cela et que j'évoque cela, j'essaie de me reconnecter via mon laptop qui avait craché pendant cette période-là. Je pense qu'on peut en tout cas se réjouir du fait que, pour l'instant, en tout cas, le soutien budgétaire, il est possible parce que l'inflation est basse, parce que les taux sont bas. Et si l'arrêt des mesures de soutien est un souci aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'inflation est pour l'instant pas un souci. Alors, c'est un débat, évidemment, dans les cercles économiques de savoir si ce tout à quoi on observe pour l'instant est de nature inflationniste ou désinflationniste. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que le Covid-19 est un choc déflationniste et qu'à moyen et long terme, il est difficile d'entrevoir la perspective d'une hausse de l'inflation. Alors, prenons le très court terme. Vous avez ici à l'écran deux mesures d'inflation. L'inflation ex post de l'inflation cœur mesurée à gauche et l'inflation ex ante sur base d'indices dérivés qui nous permettent de traduire les attentes du marché en termes d'inflation. Dans les deux cas, vous pouvez observer que l'inflation est basse, en tout cas inférieure à l'objectif des banques centrales. Pour les 18 prochains mois, quel est mon sentiment? C'est qu'on va avoir une économie qui va continuer à tourner à 90%. On l'a vu, c'est la conséquence de notre analyse de la situation sanitaire, à moins de trouver un vaccin, et encore faut-il déjà que ce vaccin soit diffusé largement dans la population, on va se retrouver avec finalement une économie qui ne tourne pas à plein rendement. Dès lors, elle ne va pas créer de l'inflation. Inflation des salaires, parlons-en. Alors, tous les secteurs n'ont pas été touchés aussi durement par la crise, mais cela étant, je doute très objectivement qu'on assiste à une inflation salariale très élevée. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et en Europe, objectivement, même dans des secteurs qui ont bien encaissé le choc
de la récession, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité réellement d'avoir des prétentions salariales très élevées dans ce contexte-là. Donc l'inflation est plutôt un élément qui me semble, en tout cas, pas être un risque à moyen terme en tous les cas. À plus long terme, nous verrons. Certains avancent le fait que le Covid-19 pouvait entraîner une déglobalisation de l'économie, que la guerre commerciale en est un exemple, notamment entre les États-Unis et la Chine. J'en doute très sincèrement également. J'aimerais d'ailleurs noter que cette crise est très particulière, puisque si je la compare à 2009, en 2009, nous avions une contraction du PIB au niveau mondial de 0,1%. La Chine avait échappé à la récession alors notamment. Cette année, on va avoir une contraction du PIB qui sera 40 à 50 fois supérieure. Le FMI estime que ce serait une contraction de 4 à 5% cette année. Les exportations avaient chuté de 13% en 2009. Elles ne vont vraisemblablement chuter cette année, selon les estimations, que de 10%, que de, entre guillemets. Mais ça montre évidemment qu'il n'y a pas réellement de déglobalisation à l'œuvre aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai finalement fait plus d'achats maintenant en ligne que dans les commerces locaux du fait du confinement. Et même par la suite, c'est même une mauvaise habitude, entre guillemets, que j'ai conservée. Donc, pour moi, l'inflation, pour l'instant, c'est plutôt à la baisse qu'elle est, et on est plutôt dans un choc déflationniste. À quelques exceptions près, je pense qu'il faudrait, mais je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui où ce n'est pas le sujet, discuter notamment des soft commodities ou des prix alimentaires, où là, on a un dérapage qui est observé. Mais pour les pays développés, c'est moins grave. Pour les pays émergents, c'est évidemment un autre sujet. Alors, je voudrais passer à la diapositive suivante. Et pour une fois, j'aimerais signaler tout l'enthousiasme que me suscite la politique européenne pour l'instant, et c'est assez rare que pour l'évoquer. Monsieur Lyon, j'arrive en même temps donc dans l'autre présentation. Peut-être vais-je pouvoir gérer mes slides moi-même et quitter le téléphone un instant. Vous me confirmez ceci? Mais ça marche assez bien. Ok, bon, je vais continuer comme ça. Enfin, quoi qu'il y a un écho là maintenant, donc je vais faire uniquement via le PC. Je vous reprends comme ceci. Ça va? D'accord. Je m'excuse encore, vous m'entendez tous bien? Oui. Ah, voilà. Tout l'enthousiasme que suscitent pour moi les mesures prises en Europe aujourd'hui. Et clairement, elles sont significatives pour l'avenir de l'Europe, à tel point que chez JP Morgan, on a augmenté le poids des actifs européens en portefeuille depuis le début de l'été, parce qu'on estime que le plan de relance européen tel qu'il a été validé par le Conseil européen fin juillet est réellement porteur d'espoir. Alors vous avez à gauche évidemment la ventilation aussi des contributeurs et des bénéficiaires nets de ce plan de relance. Alors c'est vraiment un mécanisme de solidarité. Mais je pense que l'intérêt pour nous en tant qu'acteurs financiers est de se rendre compte que finalement il ouvre deux portes qui sont lourdes de sens pour l'Europe. Tout d'abord, la capacité pour l'Europe de financer ce plan de relance par de l'émission de dette émise communément au nom des États membres. En d'autres termes, de créer un précédent d'eurobonds. Et par ailleurs, pour financer le remboursement de ces obligations, on commence à parler réellement de la dotation de moyens propres de subsistance, propres pour les institutions européennes. Donc voilà deux éléments qui sont particulièrement importants, qui me semblent en tout cas remettre l'Europe sur une trajectoire plus pérenne, celle de la voie de l'intégration. Alors on a vu notamment que ça a particulièrement bénéficié à l'euro au plus fort de l'été, notamment au mois de juillet. On a vu que l'euro-dollar, en tout cas, s'était renforcé. C'est notamment la conséquence de ceci. Et puis, ça permet à l'Europe réellement d'avoir une position de leader dans un certain nombre de thématiques. Alors, vous savez qu'il est beaucoup question de changement climatique aujourd'hui, avec des appels faits par les grands de ce monde ces derniers jours, mais plus récemment notamment aux Nations Unies, où des acteurs comme la Chine ont annoncé leur intention d'être neutre en émissions de carbone d'ici 2060. L'Europe, avec ce plan de relance, a souhaité également être à l'avant sur tout ce qui est économie dite verte, en finançant des projets dans cet espace. C'est pas nouveau, le plan Juncker avait d'ailleurs pris des initiatives similaires à l'époque, et surtout en veillant que 30% des obligations qui sont émises dans le cadre de ce plan de relance soient des obligations dites vertes. Ça va permettre à ce marché de green bonds réellement de doubler en taille dans les quelques années à venir. Donc voilà réellement quelque chose qui est particulièrement important pour les années à venir.
retenez en tout cas dans ce contexte de crise, j'ai été agréablement surpris de voir que nos responsables publics ont été à peine divertis, je dirais, de leur objectif à moyen et long terme, qui reste évidemment la prise en compte de risques plus importants que le Covid-19, notamment les risques climatiques. Et en Europe, on a réellement une position de leader dans ce domaine. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà parmi, en tout cas, les secteurs auxquels nous sommes sensibles chez JP Morgan actuellement. Alors, si on passe à la diapositive suivante, Monsieur Lyon, je suis pas sûr que je peux déjà, en tout cas, les bouger moi-même. Alors, on a déjà évoqué finalement la situation sanitaire, les mesures monétaires et budgétaires déployées jusqu'ici pour y faire face. J'ai évoqué finalement ces deux aspects nous donnent des raisons chez JP Morgan d'être mesurément optimistes par rapport aux semaines et mois qui se profilent devant nous, ce qui nous amène à des perspectives de croissance finalement qui viennent confronter ou donner une réponse, en tout cas aux questions posées dans le titre de cette présentation, c'est qu'on va avoir objectivement un fort rebond économique l'an prochain, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas de vaccin. Il y a un effet de base, les économistes mesurent évidemment l'activité économique d'année en année. Il est certain qu'après des contractions historiques observées cette année, évidemment, on aura un fort rebond l'an prochain. Vous avez les estimations de croissance reprises dans le tableau du graphique de gauche. Vous pouvez voir les estimations 2020 et les estimations de rebond 2021. Évidemment, si nous devions avoir un vaccin, ce serait quelque chose qui relancerait encore davantage la dynamique économique. Mais encore une fois, ça fait pas partie du postulat de base. Je pense qu'il faut, dans nos métiers, s'appuyer sur ce qui est relativement certain. Cette espérance, en tout cas, de rebond économique, elle est notamment motivée par le fait qu'un certain nombre d'économies vont déjà cette année entamer leur chemin vers la reprise. C'est notamment le cas de l'Asie et de la Chine. Et si je me porte sur le graphique de droite, on peut espérer que cette croissance mondiale soit notamment tirée par une forte croissance en Chine, pour laquelle la plupart des voyants sont au vert aujourd'hui. On l'a vu sur les exportations, on l'a vu sur la gestion de la crise sanitaire, peu de mesures monétaires et budgétaires déployées jusqu'ici. Donc, elle a réellement tous les atouts pour amorcer une année 2021 sous les meilleurs auspices. Et encore une fois, ce qui aurait réellement affecté la Chine c'eût été une déglobalisation, une guerre commerciale majeure qui aurait pesé sur les échanges internationaux. On voit qu'il n'en est globalement rien cette année, ce qui bénéficie plutôt à la Chine actuellement. Donc, d'un point de vue purement croissance économique, je pense qu'il nous faut tous être, en tout cas dans cette perspective de rebond économique. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a évidemment parmi vous nombre de happy few, comme ceux qui travaillent dans la finance cette année, qui ont été relativement peu touchés par la crise. Il y en a par contre un certain nombre qui sont dans des secteurs qui sont encore en difficulté aujourd'hui. Et malheureusement, l'enthousiasme que j'exprime sur ces deux graphiques ne porte que pour 90% de notre économie. Il est certain qu'on ne retrouvera pas les niveaux de 2019 avant fin 2021 ou plus tôt. Donc, il s'agit finalement de rebond d'une année à l'autre, mais pour avoir réellement retrouvé l'état de 2019, il nous faudra vraisemblablement un vaccin ou une solution définitive. Si on passe à la diapositive suivante, vous avez cette trajectoire de croissance qui vous montre justement que dans les pays développés à gauche, eh bien, il faut attendre au mieux fin 2021 pour retrouver les niveaux que nous avions fin 2019. Cela étant, à droite, je vous montre en tout cas le fait que les économistes ont dû s'ajuster à la nouveauté de cette crise. Vous savez que Citigroup recense mois après mois bien des surprises économiques. Est-ce qu'un indicateur ressort mieux ou moins bien qu'attendu? S'il est mieux qu'attendu, vous avez cet indicateur qui rebond, donc la surprise est positive. Vous pouvez voir que finalement, on a péché par excès de pessimisme dans les mondes économiques, puisque les surprises ont été plutôt positives cet été. On a vu que les données macroéconomiques étaient bien meilleures qu'attendues dans de nombreux cas. Cela étant, depuis le mois de septembre, on voit qu'on est arrivé sur un plateau, en tout cas en termes de données macroéconomiques. Si on passe à la diapositive suivante, Monsieur Lyon, cette diapositive est particulièrement intéressante. Elle est issue de notre guide des marchés, qui est un document que, en tout cas, on peut partager avec vous à l'issue notamment de cette conférence et avec le Forum financier. On vient de le mettre à jour à fin septembre. Ce tableau vous montre les indices PMI manufacturiers de par le monde. Alors, le PMI, c'est un indice de confiance pour ceux qui n'y sont pas familiarisés dans l'industrie ou les services. Nous avons pris ici le choix de choisir l'industrie, qui est normé autour de 50.
Vous êtes au-dessus de 50, vous avez une économie qui est en expansion, en dessous de 50, une économie qui est en phase de décélération ou de décroissance. Pour faciliter la lecture, on a coloré de rouge ou d'orange les chiffres en dessous de 50 et de vert les chiffres au-dessus de 50. Vous pouvez assez bien voir la crise de 2009 qui nous a touchés tous, je dirais de front dans le monde, la crise 2011-2013, crise de la dette en zone euro, et puis plus récemment la crise du Covid qui a été finalement une crise courte mais de forte intensité. Et on peut voir que depuis lors, septembre, c'est le vert qui domine, même si le momentum est un petit peu moins fort aujourd'hui. Mais enfin, on est dans un contexte économique qui est un petit peu plus, en tout cas, qui reste relativement favorable, qui, encore une fois, vient conforter cet optimisme mesuré que je partageais jusqu'ici. Si on passe à la diapositive suivante, optimisme mesuré, donc toujours, je dirais, alimenté par ce qu'on peut voir en Chine. Alors, la Chine, c'est facile de l'évoquer aujourd'hui, mais c'était déjà une des convictions chez JP Morgan depuis ces 2 dernières années. Mais enfin, de parier sur le pays d'un point de vue investissement, je vais revenir sur ce point dans un instant. Mais clairement, la Chine affiche une croissance positive pour l'instant, devrait connaître une reprise en V, c'est-à-dire que elle va avoir une croissance positive en 2020, ce que rares seront les autres pays à avoir. Et on voit qu'elle a retrouvé, en tout cas, la normale en termes de demande économique dans la plupart de ses secteurs d'activité. Vous le retrouvez à droite, où on opère à presque 100%, en tout cas, du potentiel en termes de demande pour la plupart des secteurs d'activité en Chine, mis à part évidemment les secteurs bien connus comme le transport aérien notamment ou le tourisme. Notez tout de même que le transport aérien fonctionne à 80% de son potentiel. Vous savez qu'en Europe, aux États-Unis, on est bien en deçà de ça. Donc la Chine est réellement en train d'être le leader de cette reprise économique. Et à l'heure où on se demande qui seront les gagnants de la crise du Covid-19, la Chine en tout cas s'affiche en tout cas clairement comme le leader post-crise. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il faudra en tenir compte et notamment dans son portefeuille d'investissement. Alors, évidemment, la Chine, c'est un des sujets qui est débattu aux élections américaines pour l'instant. Alors, je pense pas que, quel que soit le candidat victorieux, ça donne lieu à des changements majeurs, puisque finalement, les deux candidats sont très durs, en tout cas tenant d'une ligne dure vis-à-vis de la Chine. Je me souviens des propos de Madame Nancy Pelosi qui disait que si elle était à la Maison-Blanche, elle aurait été encore plus dure dans les négociations avec les Chinois que Donald Trump. Donc, c'est plutôt la surenchère. Pour l'instant, le scénario des élections américaines, il est clair et il se base sur les sondages d'opinion qui donnent finalement l'équipe Biden largement gagnante. Il y a 4 scénarios de notre point de vue. C'est une victoire écrasante des démocrates. C'est le scénario actuel. C'est un des meilleurs scénarios. Mais attention, je ne fais pas de politique. Des autres meilleurs scénarios, c'est une victoire écrasante des républicains. C'est-à-dire qu'ils aient les coups des franges pour appliquer leur programme qui, in fine, est de notre point de vue pas si différent. Et pour éviter un blocage politique tel qu'on l'a pour l'instant, notamment sur le vote d'un second plan de relance. Vous voyez qu'on est plutôt dans le contexte positif en termes de perspective pour l'instant. Vous avez par contre 2 scénarios alternatifs en milieu de tableau. C'est si évidemment l'avantage de Biden venait à se réduire, à ce moment-là, le risque d'une cohabitation, d'un score limite où il faudrait recompter les votes serait plus important. Et ça, ce serait un scénario négatif, bien entendu. Voilà les 4 scénarios en ce qui nous concerne. Encore une fois, pour l'instant, large victoire démocrate est pricée par les marchés et par les sondages. Donc, c'est plutôt un scénario favorable sur le plan économique et financier. Si on passe à la diapositive suivante. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'un financier s'accommode du fait que les démocrates puissent gagner? Alors, je pense que évidemment, ce qui interpelle le plus, c'est le programme fiscal de Joe Biden, que vous retrouvez notamment ici à droite sur cette diapositive. Vous voyez le niveau auquel il souhaite porter les taxes pour les entreprises. Cela étant, soyons réalistes, les États-Unis en 2021 continueront à panser leur plaie de la crise du Covid-19, devront remettre des gens au travail, créer de l'activité pour les entreprises. C'est donc pas un environnement où on s'attend à ce que la fiscalité augmente de manière importante. Donc c'est quelque chose qui sera sans doute postposé dans le mandat de Joe Biden et on risque de voir plus des mesures comme lancer un plan de relance d'infrastructures, lancer des infrastructures plus vertes comme on le fait en Europe, des éléments plus positifs. A contrario, à gauche, vous pouvez voir ce que j'évoquais, finalement, le fait que tant les électeurs démocrates que républicains ont une image négative de la Chine et que dès lors, on restera sans doute dans cette optique de confrontation dans les semaines et mois à venir. Monsieur Lyon, oui.
Alors, on a parlé beaucoup d'économie, beaucoup de revues, en tout cas de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il m'a été demandé par le Forum financier, évidemment, d'essayer de tenter d'anticiper dans les semaines et mois à venir ce que ça pouvait donner en termes de notamment de gestion d'un portefeuille, gestion de votre politique d'investissement pour les épargnants, les investisseurs d'entre vous, les entrepreneurs qui doivent émettre de la dette et autres. Et voilà, j'aimerais partager avec vous quelles sont nos convictions. Alors tout d'abord, je pense que tout au long de l'été, nombre d'entre nous se sont demandé, tiens, c'est un peu bizarre, l'économie, ça va pas bien, mais les marchés, en tout cas aux États-Unis, volent de record en record. Est-ce qu'il n'y a pas là une bulle en formation, en tout cas des marchés qui seraient trop euphoriques? Je voudrais signaler qu'il y a une différence importante entre les marchés et l'économie. Il est certain qu'il y a des pans entiers de notre économie qui aujourd'hui sont à l'arrêt, mais c'est souvent des activités qui sont soit non cotées, hein, le restaurant, le cinéma, l'hôtel, c'est pas toujours coté évidemment, et que lorsque c'est coté, ça représente une faible portion de la capitalisation boursière des marchés. Donc, Monsieur Lyon me rappelait que ce slide est peut-être pas très lisible à l'écran. Je voudrais signaler que vous avez le poids des secteurs qui sont encore fermés aujourd'hui dans chaque indice boursier, de gauche à droite, MSCI Europe, S&P 500, MSCI IM Latin America, MSCI Japan, MSCI IM Asie. Dans le pire des cas, c'est 6% d'un indice. Ça explique pourquoi le Covid-19, c'est un impact important sur l'économie, mais moins sur les marchés. Alors, si on passe à la diapositive suivante, il est certain que les marchés, eux, ils anticipent une reprise économique en V. Vous pouvez voir cette reprise rapide du S&P 500 en orange sur ce graphique. Et il faut se demander, est-ce que cette reprise en V, elle est possible? Alors, si on passe à la diapositive suivante, alors j'ai déjà évoqué évidemment le fait qu'économiquement, il y a certains pays qui connaissent cette reprise en V. C'est notamment le cas de la Chine. Donc là, j'ai envie, en tant de marché, de parier sur cette reprise en V. Dans les pays développés, c'est un V un peu plus mou, évidemment. Donc, il faudra voir et ce que ça donne en termes de progression des bénéfices. Vous avez ces estimations de progression bénéficiaire à gauche sur le tableau. Elles sont plus réalistes aujourd'hui parce qu'elles tiennent déjà compte, en tout cas, de ce que nous ont dit les entreprises au second trimestre. On va avoir évidemment beaucoup d'informations dans les jours et semaines à venir, parce qu'on est en période de publication de résultats à nouveau. Mais enfin, on travaille sur des perspectives de progression bénéficiaire qui aujourd'hui sont plus réalistes. Or, de ce point de vue, 2021 sera également l'année du rebond après la forte contraction. Je rappelle que pour l'écrasante majorité des secteurs d'activité cotés en bourse, la crise a moins d'impact que sur l'économie de manière générale. Donc, on est dans une perspective plus favorable. Le seul problème majeur pour les marchés, c'est leur prix, leur valorisation. Et là, vous retrouvez ça à droite de ce tableau. Vous pouvez voir que les valorisations des marchés d'actions, dans tous les cas, ou dans la plupart des cas, sont plus élevées que les moyennes historiques. Et ça, c'est un point d'attention. Ça, c'est un frein potentiel pour les marchés. Il faudra dès lors être actif et distinguer certaines opportunités au sein de ces marchés. C'est notamment l'objet de la diapositive suivante, Monsieur Lyon. Je pense qu'il faut rappeler que finalement, si les marchés ont fort monté, c'est aussi le fait d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs limités. Vous avez ici notamment la performance rebasée depuis le début de l'année d'un certain nombre de régions, mais de thèmes aux États-Unis. Les valeurs de croissance aux États-Unis, essentiellement les entreprises du secteur technologique, ont évidemment emmené cette progression des marchés, alors que le reste du marché est resté relativement atone. Prenez les banques aux États-Unis, n'ont pas fait évidemment les plus 20% qu'ont fait nombre d'entreprises technologiques. Donc, le prix du secteur bancaire aux États-Unis il est évidemment moindre que le prix du secteur technologique aujourd'hui. Et c'est là aujourd'hui ce que doivent faire les investisseurs aujourd'hui, c'est faire la part des choses, séparer le bon grain de livret sur ces marchés. Ça ne veut pas dire sortir du secteur technologique. On est toujours chez JP Morgan confiant dans ce secteur. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, on continuera à faire ces conférences comme on le fait aujourd'hui par Webex et pas en live. On continuera à ne pas faire vivre le catering, les sociétés d'événementiel et autres. Et ça continuera à préféter aux acteurs des entreprises technologiques. Alors, si on passe à la diapositive suivante et on va en tout cas pour respecter le temps qui m'était imparti, en passer certaines rapidement pour que je puisse laisser du temps aux questions-réponses. Alors, ce slide illustre notamment la différence en termes de valorisation qu'on peut avoir entre les différents secteurs. Ceci est exprimé en ratio court-bénéfice sur base des bénéfices attendus pour les 12 prochains mois.
Alors, on peut voir évidemment que les valorisations sont stratosphériques pour des sociétés comme Amazon et autres. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais enfin, c'est là que les prix sont chers. Par contre, pour pas mal d'autres secteurs, vous pouvez voir que les valorisations se retrouvent, surtout les valorisations à gauche du tableau, sont faibles. Je mentionnerai une, par exemple, les banques, les gestionnaires d'actifs ont des valorisations très faibles. Je peux vous assurer que c'est aujourd'hui certainement des thématiques à privilégier en portefeuille, notamment, pour en mentionner quelques-unes. Alors, si on passe au graphique suivant, euh, important, en haut, vous avez la composition sectorielle des différents indices régionaux. Alors, on demande toujours, est-ce qu'aujourd'hui, il faut revenir plus en Europe qu'aux États-Unis ou quelles sont les zones géographiques qu'il faut privilégier? Il faut se demander quelles sont les thématiques qui ont été renforcées par la crise du Covid-19 qui va vraisemblablement, compte tenu de la seconde vague que j'évoquais en début de présentation, durer un certain temps. Il est certain que le secteur technologique, fort représenté aux États-Unis et dans les émergents, est un secteur qu'il faut continuer à plébisciter. Dès lors, il faut continuer à plébisciter les États-Unis et les émergents et surtout l'Asie. L'Europe, à contrario, c'est plus des soins de santé. Ça peut être une bonne chose. On a pas mal d'entreprises qui sont notamment actives sur les vaccins, à suivre donc comme thématique. Mais enfin, l'Europe bénéficie moins évidemment de tout ce qui est thématique technologique. Elle est plus exposée aux financières. Et si j'ai raison sur les taux, eh bien évidemment, les financières resteront évidemment en difficulté parce que les taux devraient rester bas pour les 5 prochaines années. Sachez que chez JP Morgan, nous aimons bien les États-Unis, l'Europe dans une moindre mesure et la Chine surtout dans nos portefeuilles d'investissement. Alors, les marchés d'actions continuent à les préférer aux marchés obligataires. Pourquoi? Parce que les marchés obligataires sont encore bien plus chers que les marchés d'actions. Je rappelle que la Belgique se finance à taux zéro actuellement. Il y a quand même une anomalie lorsqu'on connaît évidemment notre situation politique jusqu'il y a peu, mais surtout notre situation budgétaire pendant encore de nombreuses années. Et pourtant, comme M. Lyon les a gentiment, en tout cas, affichés à l'écran, quand on regarde l'environnement de taux et sur les taux réels corrigés de l'inflation, on est à un niveau, c'est l'hiver monétaire, un nouvel âge de glace pour les taux longs. Je pense qu'il faut se préparer à ce que ces taux restent faibles encore pendant quelques années. Donc, une opportunité pour ceux qui doivent émettre de la dette, mais pour les investisseurs, c'est un défi qu'il faut surmonter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui? Si on passe à la diapositive suivante, voilà globalement ce qui s'offre aux investisseurs obligataires. Vous avez les colonnes qui représentent le niveau de rendement de chaque classe d'actifs. Il est évident qu'on est à des rendements négatifs sur du 10 ans souverain en Allemagne, par exemple, donc il n'y a évidemment plus rien. Par contre, au fur et à mesure qu'on va vers la droite de ce tableau, on commence à avoir plus de rendement. Évidemment, comme on dit dans notre industrie, il n'y a pas de free lunch. Plus de rendement, c'est plus de risque. Et vous pouvez voir notamment qu'en dessous, on a calculé le bêta à la Messier-Wall, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce marché obligataire évolue dans le même sens que le marché d'actions. Et vous pouvez voir que, évidemment, la corrélation augmente à mesure qu'on prend plus de risques, c'est logique. Or, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on cherche, c'est la décorrélation. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu essayer de trouver le meilleur arbitrage entre rendement supplémentaire et corrélation au marché d'actions. Vous noterez par exemple qu'une des choses qu'on aime particulièrement bien sur ce tableau, c'est les obligations chinoises qui affichent une corrélation nulle et un rendement quand même relativement attrayant, pour n'en citer que quelques-uns. Mais tout ce qu'on peut voir en milieu de tableau nous intéresse, et ça, c'est la dette d'entreprise. Alors ici, quelques diapositives pour l'illustrer, notamment celui-ci, pour dire que la dette d'entreprise affiche des valorisations très élevées. Alors, pour ceux qui doivent, les entrepreneurs, les CFO qui nous écoutent, qui doivent émettre de la dette cette année pour leur entreprise, continuez, c'est le moment. Il n'y a vraiment pas d'autre message à vous donner parce que vos coûts de financement sont bas, parce que les banques centrales, aujourd'hui, elles achètent directement du crédit sur les marchés primaires et secondaires, donc elles vous donnent un soutien, et parce que les investisseurs ont besoin d'un surcroît de rendement par rapport aux obligations souveraines, et dès lors vont acheter ces papiers obligataires malgré le fait que les prix soient élevés. Donc, CFO qui nous écoutez, continuez à émettre. Les banques centrales comme la Banque nationale belge sont là réellement pour vous aider dans ce contexte-là. C'est tout l'objectif. Et nous, on est contraints investisseurs de continuer à vous financer aussi parce que c'est toujours mieux qu'une obligation souveraine aujourd'hui, malgré les valorisations qui sont guère alléchantes comme vous les voyez à l'écran. Alors, si on passe à la diapositive suivante. Il y a d'autres choses que les investisseurs peuvent faire s'ils veulent vraiment du rendement. Si je regarde les courbes souveraines aujourd'hui, vous pouvez voir notamment que la Chine se distingue assez bien. Or, la Chine, elle sort gagnante de cette crise. Économiquement, sur le front sanitaire, elle n'a pas dû finalement s'endetter beaucoup pour y faire face. Vous avez vu que l'effort budgétaire en Chine était très limité.
Et si je vous avais montré le bilan de la Banque centrale chinoise, vous auriez vu qu'il a presque pas bougé, alors qu'aux États-Unis et en Europe, on a rajouté 1 trilliard de monnaies respectives. Donc, vraiment, la Chine, elle garde beaucoup de munitions pour prendre des mesures dans le futur. Et pour les investisseurs, ce qui est intéressant, c'est de voir franchement cette courbe obligataire chinoise qui est très positive tout au long de la courbe. Prendre une exposition sur la Chine, c'est prendre une exposition sur sa devise. Or, vous noterez que le renminbi chinois a été une devise qui a, tout au long de la crise, grappillé du terrain par rapport au dollar. Donc, c'est ma conviction, notre conviction obligataire principale en 2020, c'est que si vous cherchez du rendement sur les marchés obligataires et de la diversification, le marché chinois, c'est vraiment le marché qu'il faut aborder pour l'instant. Et sur le graphique suivant, Monsieur Lyon, vous avez gentiment mis à l'écran, on peut voir qu'il y a deux éléments importants. Tout d'abord, il faut savoir que la dette chinoise, elle est ajoutée aux indices obligataires mondiaux. C'est le cas chez JP Morgan qui l'a ajoutée au sein de son indice GPM GBI EM. C'est le cas de l'indice FTSE World Government Bond Index qu'il a fait cette année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ajouter ces obligations aux indices? Ça veut dire que tout d'un coup, il y a des flux massifs, passifs qui vont arriver vers ce marché obligataire chinois, qui vont soutenir les cours, soutenir la devise, et on peut estimer qu'on est à peu près à une dimension de 300 milliards de dollars qui doivent arriver vers le marché obligataire chinois. Ça va créer de la performance, ça va créer réellement des développements positifs. Voilà notamment quelque chose que nous faisons chez JP Morgan dans nos portefeuilles diversifiés. Voilà quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Les gestionnaires d'actifs vous proposent aujourd'hui des fonds pour accéder à ces thématiques. C'est le cas de JP Morgan notamment. Donc voilà, j'ai fait un petit peu au pas de course après un départ un petit peu chahuté. Vous m'en excusez encore une dernière fois avec vraiment une connexion qui m'avait jamais lâché, mais qui m'a lâché aujourd'hui. Ça m'a permis de couvrir ces principaux points et d'en arriver aux conclusions que j'ai déjà largement évoquées au travers de cette présentation, avec le positionnement qui est le nôtre aujourd'hui dans des grandes SICAV patrimoniales que vous retrouvez sur le marché belge, notamment, enfin, l'idée n'est pas de faire de la publicité, mais enfin, je pense dans toutes les bonnes banques, vous allez retrouver des SICAV patrimoniales JP Morgan diversifiées comme Global Income, Global Balance. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui dans ces fonds diversifiés. Objectivement, malgré les incertitudes inhérentes à la seconde vague du virus, on reste focalisé sur le fait que économiquement, on va continuer à opérer à 90% du potentiel économique. Donc, on est assez confort avec l'idée d'être présent sur les marchés financiers. Ça nous a plutôt bien réussi cette année. Alors, ces marchés financiers, actions, c'est les États-Unis, l'Europe et surtout la Chine. Voilà où on voit de l'intérêt. Puisqu'on n'a toujours pas trouvé de vaccin, restons investis dans des secteurs qui vont profiter du Covid-19. C'est les Amazon de ce monde. Il faut continuer à rester sur ce genre de thématiques. Sur les marchés obligataires, il faut se rendre compte que les taux souverains n'offrent plus grand-chose, à l'exception du marché obligataire chinois qui offre du rendement et de la décorrélation, et des marchés de crédit qui offrent toujours un surcroît de rendement pour un risque mesuré compte tenu de l'activisme des banques centrales qui soutiennent spécifiquement ce marché. Sur les marchés Forex, on est prudent sur l'euro-dollar. On est conscient que le dollar aujourd'hui a atteint un pic, sans doute par rapport à l'euro. Donc, on se protège par rapport à ceci. Au niveau de devise, ça n'apparaît pas à l'écran. On est notamment long sur la devise chinoise. Voilà notre état d'esprit aujourd'hui et la façon dont cet état d'esprit se reflète dans nos portefeuilles d'investissement. J'espère en tout cas qu'au travers de cette présentation, ça vous a donné des idées, des pistes pour investir vous-même ou pour financer votre entreprise, le cas échéant. Monsieur Lyon, nous avions conclu d'une séance de questions-réponses, donc me voilà en tout cas, ma connexion n'a pas lâché, donc je suis prêt à les recevoir. Remarquable. Un grand merci. C'est vraiment un tour d'horizon très complet. Et je m'attendais à voir la question qu'on pose traditionnellement, c'est et l'investissement dans l'or. Oui, Qu'en tout à pensez-vous? fait. Alors, en effet, on ne l'aborde pas l'investissement dans l'or ici dans le contexte JP Morgan, mais qu'est-ce que nous donne, enfin, notre analyse de l'investissement en or? D'abord, d'un point de vue institutionnel, qui est le nôtre en tant qu'investisseur professionnel, l'or est une source de diversification, c'est clair, mais qui fonctionne particulièrement bien dans des contextes d'hyperinflation ou de déflation. Quelque part, ce qu'on a vu cet été n'était pas normal. L'envolée de l'or jusqu'à peu près 2000 dollars l'once était réellement inhérente au fait qu'on s'est pris à craindre un effondrement total de notre système économique. Aujourd'hui, on est plutôt rassuré sur cet élément-là et l'or a d'ailleurs reflué.
Alors, d'un point de vue pur de stratégie d'investissement, ma question est de se dire, moi j'ai envie d'avoir de l'or en portefeuille si je sens qu'on se dirige vers une déflation ou vers un contexte inflationniste. Or, ni l'un ni l'autre, on va être avec dans un contexte inflationniste un peu d'entre-deux, c'est-à-dire des banques centrales qui en font énormément pour l'inflation, quitte à en faire trop, c'est ce que nous a dit la Fed avec son objectif d'inflation moyenne, mais qui est quand même confronté à une dynamique déflationniste sous-jacente qui fait qu'on va sans doute être avec une inflation, en tout cas pour les 2, 3, 4 prochaines années qui viennent, un peu entre deux et pas du tout de nature à soutenir l'investissement en or. Pour les particuliers qui nous écoutent et qui pensent à leur propre patrimoine, très bien, un peu d'or, c'est nécessaire, mais il faut déjà une surface de patrimoine qui soit, à mon avis, assez considérable. Je pense sincèrement que si vous cherchez une protection contre l'inflation, le marché d'actions est pour moi une protection bien plus naturelle par rapport à l'inflation, par rapport en tout cas, maintenir la valeur de son pouvoir d'achat que l'or en tant que tel. Et on a peu de dividendes cette année, mais ces dividendes reviendront évidemment dès l'an prochain. Par ailleurs, ces marchés d'actions vous donnent un revenu. Le marché d'actions est pour moi, toujours malgré sa valorisation, l'environnement probablement le plus pur pour investir aujourd'hui parce qu'il y a un darwinisme constant qui est à l'œuvre. Ce n'est pas de cadeau. Les prises de bénéfices sur les secteurs technologiques au mois de septembre en sont l'illustration même. Donc vous avez quand même un univers qui est assez sain du point de vue de ses fondamentaux et que je privilégierais par rapport à l'or. D'accord. J'aurais une question de Jérémy qui fait le lien avec quelque chose dont on a déjà commenté dans nos webinaires, c'est le déclin de la productivité, et notamment un environnement de taux bas très, très durable ne risque-t-il pas de freiner l'innovation et les accroissements de productivité, notamment en favorisant la survie d'entreprises zombies au détriment des entreprises les plus productives, avec évidemment un impact sur la croissance économique? Oui, excellente question, en effet, à laquelle je pense que la personne qui l'a posée savait pertinemment bien que j'aurais évidemment pas de réponse définitive sur le sujet. La mesure de la productivité est réellement finalement un grand débat dans les cercles économistes depuis des années. Cela étant, alors sur les sociétés zombies, j'accepte le point. On a quelque part, tant du point de vue monétaire que budgétaire, fait tout pour essayer d'éviter la casse cette année, d'éviter un trop grand nombre de faillites. Dans le premier slide que je vous montrais notamment les mesures qui avaient été prises par les gouvernements pour notamment, outre les mesures budgétaires directes, mais les mesures de garantie aux prêts bancaires qui ont été prises pour éviter des faillites en cascade. On regarde en Belgique, en France, ça a été le cas. Et les banques centrales, en visant directement les marchés de crédit, ont fait cela aussi. Donc, on a voulu maintenir ces entreprises zombies en vie, pas tellement pour elles-mêmes, mais pour le maintien de l'emploi et autres. Donc ça, c'est un frein à la productivité, c'est certain. C'est qu'un frein temporaire. On voit ces faillites se profiler. De toute façon, à l'horizon, un peu moins fort que ce n'aurait été le cas sans soutien. Cela étant, il y a peut-être un petit espoir pour la productivité, c'est que parmi les questions qu'on se posait dans les cercles économiques ces dernières années, c'était de se dire comment est-ce possible que on voit la technologie partout, sauf dans les chiffres de productivité. C'était souvent un petit peu l'expression qu'on prenait. Et c'était sans doute aussi dû au fait qu'il n'y avait pas une adoption des nouvelles technologies par le plus grand nombre. Or, reconnaissons une chose, c'est que le Covid-19 a été un accélérateur de tendance et que la technologie a augmenté, enfin en tout cas, je serais curieux de mesurer l'impact productivité pris notamment à partir de cette année et au-delà. Nous avons tous embrassé, si je puis dire, la technologie d'une manière que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Je regarde à ma propre situation, j'ai fait 50% plus d'activités jusqu'ici cette année qu'une année normale en finalement dépensant moins d'argent en voyageant et autres. Donc ma productivité a été significativement plus élevée cette année qu'elle ne l'a jamais été. Nous verrons évidemment dans l'ensemble, mais il y a quand même, à mon avis, des bienfaits de cette crise en termes de productivité, même si c'est vrai qu'on a maintenu un certain nombre d'entreprises moribondes en vie. Par ailleurs, je voudrais dire que les taux bas ne sont pas nécessairement quelque chose de négatif pour la productivité, puisque quelque part, ça permet aujourd'hui à beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles ont des bonnes idées, des bons business models, des bons projets, de les financer à relativement bon compte. Donc, quelque part, ça permet aussi la prise d'initiative de ce point de vue-là. Donc, il y a pour moi des externalités positives de l'environnement actuel pour la productivité aussi.
Nous publions chaque année au mois de novembre, et je suis ravi de le partager lors de sa publication avec le Forum financier, si Monsieur Lyon veut le diffuser, un document qui s'appelle notre Long Term Capital Market Assumption, dans lequel on fait des prévisions économiques et de marché à 10-15 ans. Dans ce document, on a notamment un postulat pour les 10-15 ans qu'on a une productivité qui va revenir aux moyennes historiques, c'est-à-dire aux moyennes historiques pré-2009, sur base du fait qu'on est relativement enthousiaste par rapport à l'essor de la productivité, enfin, du rebond de la productivité grâce au développement technologique dans nos sociétés. Avec ce que j'ai pu voir ces 6 derniers mois, j'ai plutôt plus confiance dans ce scénario qu'auparavant, donc on aura un impact positif. Ok, peut-être une toute dernière question, on va peut-être déborder d'1 ou 2 minutes. J'ai le temps. Quelqu'un nous demande aussi un commentaire sur le Japon. Oui, très bonne question. Vous aurez noté que dans la grille d'allocation avec laquelle j'ai terminé mon propos, nous sommes neutres sur le Japon. Évidemment, l'allocation d'actifs est un jeu à somme zéro, donc il faut évidemment financer ses paris actifs par des sous-pondérations ou des positions neutres. Le Japon en changement de leadership, mais enfin, à continuation en tout cas de l'effort mené par Shinzo Abe. Un marché neutre, ça veut bien dire évidemment ce que ça veut dire, ou pas franchement négatif, mais on voit peu de catalystes pour que ce marché reparte à la hausse prochainement. Marché à surveiller dans les prochains mois, puisque finalement fort dépendant de la situation en Chine. Pour l'instant, position neutre, le Japon campe, finalement, on fait toujours confronté à ces vieux démons, avait parié en 2020 sur un essor économique notamment drivé par les Jeux Olympiques. On voit que ça n'a pas eu lieu. Il y a réellement une perte de momentum un petit peu liée à ça. On verra ce qu'il en est en 2021. Mais voilà, le Japon avait parié beaucoup là-dessus et ça devait être un peu une année de réalisation sur le front économique. Ça n'est pas le cas. Le Japon, plus que d'autres économies, évidemment, incarne vraiment toutes les limites de l'endettement public, de la politique monétaire actuelle, du vieillissement de la population. Et pour le Japon, on conserve évidemment cette perspective, évidemment, que croissance basse, inflation faible sont au menu pour les 5 ou 10 prochaines années. Un élément qui pèse évidemment sur les perspectives pour le marché d'actions japonais. Voilà notamment, entre d'autres éléments, ce qui nous amène à être un peu prudent sur le Japon pour l'instant. Ok, eh bien, grand merci. Vraiment, vous avez magnifiquement rattrapé les débuts chaotiques. Merci à vous tous qui nous avez fait le plaisir de nous rejoindre. Merci au Forum financier qui m'a donné l'opportunité d'avoir cette tribune aujourd'hui. Et encore une fois, réellement, toutes mes excuses pour ces hésitations techniques au départ. Je termine par un enthousiasme par rapport à la technologie, mais j'avais commencé par râler sur celle-ci en début de cette présentation. Merci à tous. C'est très bien. Eh bien, voilà, je vous donne rendez-vous le 30 octobre, toujours à la même heure, à 13 heures, avec Olivier Doissège, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises, et qui nous fera part de ce fameux plan de redéploiement qu'il souhaite voir mis en œuvre le plus tôt possible, parce qu'il y a urgence maintenant, la Wallonie n'a plus de joker, il faut y aller, les réformes structurelles s'imposent maintenant. Un grand merci à tous pour votre participation. Je vois que pas mal de gens ont déjà demandé leur attestation. Continuez à le faire encore pendant une quinzaine de minutes. Un grand merci et à la prochaine fois. Bon après-midi. Au revoir. Monsieur Lyon.